Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Madame la maire de Paris, Mesdames, Messieurs, chers amis. Et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, ce vers de Gérard de Nerval, il y a peu d'hommes au monde à qui il s'adresse aujourd'hui plus justement qu'à Claude Lanzmann. Car s'il en est un qui, parmi les survivants, a vraiment fait le voyage en enfer, c'est l'auteur de Shoah. S'il y a bien un Orphée qui a pris le risque d'aller sans se retourner, non pas une ni 2, mais maintes fois, chercher son Eurydice aux visages innombrables, c'est cet homme de fureur et de piété, parti extraire dans la poussière des crématoires ce reste saint que sont les 6 millions de noms que les nazis avaient voulu fondre dans une vapeur unique. Lanzmann, comme Orphée, était un poète. Il était un poète sauvage dont les vers étaient des voies ferrées, des herbes folles, des forêts de bouleaux, des silences, des noms, mais il était un poète et tel est aux yeux de celles et ceux qui l'ont aimé, fâché, aimé encore, mais toujours admiré sa première et éminente grandeur. Il y a d'autres cinéastes, bien sûr, qui ont été des poètes, mais ils l'ont été d'emblée, sur des routes bien tracées, à la façon de Dante suivant Virgile ou de Virgile procédant d'Homère. Claude, ce fut l'un des prodiges de son existence magnifique, devint ce Dante ou cet Homère, après une saison profane qui le vit, tels les grands convertis, s'attarder longtemps, très longtemps, dans les chemins de traverse de cet art mineur qu'est tout de même le journalisme. Que s'est-il alors produit pour que le portraitiste doué, le chroniqueur talentueux, l'ami leibnizien du dernier philosophe du XXe siècle fasse le divin plongeon dans les eaux noires du crime absolu? Quelle réquisition fallut-il pour que le jeune amant de la grande dame du féminisme trouve la force de ce face-à-face effarant, épuisant, sans précédent dans sa façon avec le mal et le néant? Et quelle voix intima-t-elle à ce rancé de consacrer l'entière seconde partie de sa vie à parcourir ainsi, sans se lasser, les cercles de l'archipel des camps d'extermination? Il y a là une énigme dont il est parti sans donner la clé et dont nul n'a véritablement réduit l'opacité. Il faut croire, faute de mieux, qu'il a été aspiré par l'abîme et au fond appelé. Un autre génie de Claude Lanzmann a été d'aller tonitruer jusque dans les lieux qui pouvaient lui être les plus chimiquement antagoniques, son amour de l'Eurydice définitive que lui était, par-delà les morts, le peuple juif ressuscité. Songez que cet ardent défenseur de l'État hébreu n'a jamais regretté son soutien combatif à l'indépendance d'une Algérie qui ne tarda pourtant pas à joindre sa jeune voix à la vocifération montante
contre les survivants de l'Exodus. Songez que cet admirateur de David Ben Gourion et de Menahem Begin demeura jusqu'au bout celui d'un Frantz Fanon dont l'œuvre, il le savait très bien, ne manquait pas de fournir en munitions les plus enragés des ennemis d'Israël. Et souvenez-vous de l'embarras de certains de ses amis de la grande famille anticolonialiste et progressiste quand ils virent surgir cet autre film, Tsahal, où il était montré, primo, que s'il y eut au XXe siècle naissance d'une nation fidèle aux promesses de sa guerre de libération, ce fut celle d'Israël. Et secondo, que l'armée de cette guerre, ces preux formés à l'école non plus de Massada, mais de Gédéon, du roi David, d'Abraham triomphateur des 5 rois, ou de Samson qui, enchaîné, les yeux crevés, trouvait encore la force de faire crouler les murs d'un temple sur la tête des Philistins, n'était pas une armée tout à fait comme les autres. Provocation, non. Hardiesse, désir intraitable chez Claude de vérité, et puis ce peuple juif qui sera resté jusqu'au bout l'objet de son amour. Car chez ce landsman orphique, mais qui n'avait pas craint naguère, tel l'enfant grec hugolien, métamorphosé en enfant juif, de défendre sa patrie, les armes à la main, dans les maquis d'Auvergne. Il y avait l'idée que la force peut être juste et que le peuple de l'Alliance se doit lui aussi d'être fort. Il a souvent raconté, n'est-ce pas, comment les réflexions de Sartre lui avaient, au sortir de la nuit, redonné le goût et même le droit de vivre. Eh bien, il est temps de dire combien son œuvre propre, et dans cette œuvre, la part qui dit le droit des Juifs à être non seulement des savants, des hommes d'étude et de foi, mais aussi de sages et solides guerriers, a nourri pour la nation, la sienne, la dignité, la fierté et la gloire d'être juif. Déjà, dans Shoah, sa façon d'interroger les bourreaux en les réduisant à l'état de pantins, crachotant dans un sourire gêné leur banalité comptable. Déjà, sa façon de les écraser de sa masse inflexible et de leur imposer l'ascendant de sa parole était une revanche éclatante. Mais vint donc Tsahal, puis Sobibor et son hymne à la résistance juive, puis ce chef-d'œuvre de mémoire, le lièvre de Patagonie, contant le panache d'une vie menée, tambour battant, comme une incomparable et généreuse aventure, ne prenait-il pas ainsi congé de l'antique figure du juif humilié, privé de défense, maudit, et la vérité donnant des ailes, n'aidait-il pas à la naissance de cette figure neuve, le juif d'affirmation et de feu? C'est tout cela qui fait que Claude Lanzmann méritait que sa dépouille, avant d'aller rejoindre au cimetière du Montparnasse, non loin de celle de Sartre et de Simone de Beauvoir, le caveau où l'attendent Paulette, sa mère, Evelyne, sa sœur, Moni de Bouilly, son beau-père, et Félix, son infortuné petit garçon, repose
quelques moments dans cette cour carrée des Invalides où elle vient de recevoir les honneurs militaires. Car avant le poète, il y eut encore une fois le héros. Avant le grand intellectuel engagé et querelleur, il y a eu le jeune maquisard, bouillant d'intrépidité et de vie, frère d'armes des meilleurs de la France libre. Une autre part de Claude Lanzmann croyait qu'il n'est pas de plus noble fratrie en ce monde que celle des généraux de la Révolution française, des maréchaux de France, Oudinot et Foch, ou des compagnons de la Libération qui, de Romain Gary à Philippe Leclerc de Haute-Cloque, ont sauvé la République et son honneur. Je me rappellerai toujours les mots de Dominique, son épouse, quand elle a su que Claude ferait cette dernière halte dans l'ombre et la lumière de ces gisants immenses. C'est sa place, c'était son rêve. Elle le connaissait mieux que quiconque. Elle savait que le directeur des temps modernes aurait évidemment aimé ces minutes de recueillement et d'hommage national. Merci à la République de l'avoir entendu. Merci d'avoir compris qu'à cet homme qui a arraché à l'inexorable oubli tant d'hommes de Minsk et de Lodz, de Varsovie et de Lviv, à ce juste qui a brisé l'enchaînement des morts et libéré tant de paroles étouffées sous ce que Nerval encore appelait l'écorce des tombes, ou à leur place des pierres désespérément muettes. La France devait cela. Salut, Claude.